5, 4, 3, 2, 1. Interview pour cette émission consacrée au conflit du Golfe, tout particulièrement de la guerre annoncée à partir du 15 janvier. Comme premier invité, à la limite, je dirais première personne interviewée, quelqu'un qui devrait avoir encore beaucoup plus de choses à dire, puisque il est guadeloupéen d'origine du Proche-Orient, en tout cas, syrienne ou libanaise, il nous le dira. Et il m'a semblé intéressant d'interviewer en tout premier lieu une personne de cette communauté, qui est une communauté malgré tout assez nombreuse en Guadeloupe, et bien représentée, et qui a son mot à dire, d'autant plus que d'autres communautés, que ce soit la communauté indienne ou à la limite la communauté majoritaire en Guadeloupe, pour ne pas dire les Noirs en général, ou tous les Guadeloupéens qui viennent, puissent s'exprimer sur ce sujet, parce que c'est un sujet très grave. On parle même, certains parlent de Troisième Guerre mondiale, et bon, enfin, il y a quand même une puissance énorme, 400 000 Américains, etc. Comme ça, et le 15 janvier, c'est la guerre si M. Saddam Hussein ne retire pas ses troupes du Koweït, selon les États-Unis et selon l'ONU. Mais en tout cas, tout rapidement, je vous pose la première question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et puis, vous, comme je disais tout à l'heure, originaire de la Syrie, avez-vous déjà un premier sentiment pour essayer d'éclairer la population guadeloupéenne sur ce qu'est la situation au Golfe aujourd'hui? Bien, la situation au Golfe est assez compliquée. Et bien entendu, quant à moi, je suis très pessimiste. Tu n'ignores pas qu'une guerre qui est considérée actuellement comme pouvant être une troisième guerre mondiale serait certainement, parlons conditionnel, serait certainement une guerre très dévastatrice. Alors, la situation est la suivante. Monsieur Saddam Hussein, président de l'Irak, occupe unilatéralement un petit État voisin, le Koweït. Bien entendu, tollé international, condamnation unanime de l'ONU. Il est entendu que, personnellement, je condamne cette action de Saddam Hussein qui consiste à occuper son frère, à occuper le territoire du voisin. Alors, occupation donc du Koweït par l'Irak, tollé international, tous les États membres de l'ONU se dressent contre cette action. Je suis de leur avis. Mais ne faut-il pas, par souci d'équité et de justice, ne pas avoir deux poids, deux mesures concernant tous les problèmes du Proche-Orient? Il serait beaucoup plus juste de faire une conférence internationale pour résoudre d'une façon générale tous les problèmes du Proche-Orient. J'entends les territoires occupés par Israël, la présence de la Syrie au Liban et bien entendu la présence de l'Irak au Koweït. Justement, est-ce que le fait que tout ce tollé international unanime pour dire non à l'occupation de l'Irak, on se pose la question, est-ce que c'est pas le deux poids deux mesures lorsqu'on fait parallèle avec Israël, mais je trouve que c'est un peu réductible. Est-ce que c'est pas aussi le problème de deux poids deux mesures dans la mesure où on considère peut-être que des pays qu'on pourrait appeler du tiers-monde, tels que l'Irak, n'auraient pas le droit de s'ériger en patron en disant j'occupe tel territoire, tandis que l'Amérique ou bien la France ou bien les pays occidentaux, les pays, je dirais les blancs, les puissances économiques peuvent occuper quand ils veulent un pays et que personne ne dise rien. Est-ce que c'est pas cet élément-là, enfin moi je vous pose la question, est-ce que vous ressentez pas cela aussi de cette façon? Remarque, tout est possible et il y a des causes peut-être que j'ignore, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il y a certainement une cause économique. Et je reste persuadé qu'un État comme les États-Unis d'Amérique n'est pas insensible au fait qu'il aurait été possible, avec l'occupation du Koweït et de l'Arabie Saoudite, qu'un tiers du pétrole
internationale passe sous le contrôle irakien. Ce qui aurait pour conséquence un bouleversement de l'économie internationale. Mais comment expliques-tu qu'il y ait beaucoup de pays arabes, en l'occurrence la Syrie, la Libye et d'autres pays qui ont d'une certaine façon mêlé leur voix aux voix des Occidentaux pour condamner l'Irak avec cette facilité, même si c'est condamnable, mais je veux dire, ils n'ont pas tellement hésité, beaucoup hésité, comme s'il n'y aurait pas de solidarité du Proche-Orient à l'égard des... Alors que fut un temps, on a parlé de l'Iran, on avait imaginé que c'était le Satan contre tous les pays du Golfe, quoi. Comment expliques-tu ça? Ben, il est certain que les États arabes dans leur ensemble ont mal accepté le fait qu'un État frère soit occupé par un autre État frère. Et c'est le cas de la Syrie, de l'Égypte et de bien d'autres États qui n'ont pas accepté cette situation d'occupation. Et cette idée que Saddam Hussein avance, l'idée de dire qu'à la limite, le Koweït sera un petit peu de notre territoire, comme si, exemple, on pourrait imaginer que, exemple, on est en Guadeloupe, comme traditionnellement Saint-Martin fait partie de la Guadeloupe, on pourrait imaginer, ou bien comme le cas de Mayotte, exemple, dans l'océan Pacifique, où il y a une île qui est restée attachée à la France et le reste du pays réclame cette île. Est-ce que c'est la même chose pour que le Guadeloupéen moyen qui ne connaît pas véritablement la géographie ni l'histoire de ces peuples? Quelle est cette histoire? D'où ça vient cet attachement, cette idée de revendiquer une partie, enfin en tout cas toute partie du territoire koweïtien par l'Irak? Il est entendu que quiconque se penche sur l'histoire de ces pays, c'est qu'à travers le temps, des régions ont été tout à tout occupées par telle ou telle puissance. Mais je suis personnellement contre le fait de revenir sur les frontières. Sinon, toutes les frontières il aurait fallu revoir toutes les frontières. Prenons pour exemple ce qui s'est passé en Europe entre la France et l'Allemagne, par exemple. 1870, guerre entre les deux pays. 1914, Première Guerre mondiale. 1940, Deuxième Guerre mondiale. Et je crois que on devrait suivre ces pays parce qu'après plus de 100 années de guerre actuellement, ils avancent dans la vie la main dans la main. Donc si l'Irak doit rechercher ce qui lui a appartenu par le passé, je crois qu'on devrait le permettre à d'autres États. La Syrie aurait son mot à dire, l'Israël aurait son mot à dire, l'Égypte aurait son mot à dire. Chaque État, dans son histoire, a perdu ou gagné un morceau. Et comment pour revenir, je dirais, à la façon dont le Guadeloupéen vit cette actualité, comment la communauté syro-libanaise vivant en Guadeloupe ressent ce problème? De quoi parle-t-il? Quel est leur point de vue? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Majoritairement, ils seraient pro-Saddam Hussein, anti-Saddam Hussein, pro-américain, pro... Il est certain que tout un chacun se projette sur ce qui se passe au Proche-Orient, c'est-à-dire il projette ses sentiments. Certains sont en faveur de Saddam Hussein parce qu'il incarne d'une façon générale le plus faible en face du plus fort, le déshérité en face du fort. Mais il faut voir le problème de façon plus réaliste et non sentimentale. Parce que c'est l'épée de Damoclès qui est sur la tête des vivants. Parce qu'une guerre entre l'Irak et le reste de la communauté internationale peut être une guerre je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, très dévastatrice. Parce qu'il y aurait probablement intervention d'armes chimiques, intervention de la bombe atomique, chacun menaçant l'autre d'employer les armes les plus efficaces
que la guerre, d'une façon générale, je crois qu'elle est rejetée par tous les Guadeloupéens, sans distinction de race, de classe. Et bien justement, à propos de l'Irak et le Koweït, parce que on entend des journalistes dire qu'en fait, finalement, l'Irak est le seul pays laïque dans le coin, parce que, bon, sachant que les Syro-Libanais qui vivent en Guadeloupe sont plutôt chrétiens, je veux dire, d'une tradition démocratique. Est-ce qu'on n'a pas une tendance à dire, bon, le seul pays qui soit laïque, qui ne reconnaisse pas le côté de la religion, ce qu'on veut dire, la religion est à part du pouvoir, est-ce que c'est pas un côté de... On se sent plus proche d'un pays de ce genre au lieu d'un pays comme le Koweït ou, est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment-là aussi, non? Non, il ne faut pas se faire d'illusions. Le Koweït et l'Irak demeurent un pays excessivement religieux. Un pays où le Coran est maître. Donc, il est certain que pour certains Syro-Libanais de la Guadeloupe, surtout pour certains Syriens, ils voient en Saddam Hussein l'incarnation de Nasser. Mais pour le gouvernement syrien lui-même, il y a eu par le passé des rivalités entre la Syrie et l'Irak. D'ailleurs, jusqu'à présent, on les considère comme étant des frères ennemis. C'est la rivalité pour l'application des principes du parti Baas. Pour le moment, la Syrie est contre l'Irak. Mais je ne vois pas la Syrie est contre l'Irak. La Syrie est contre l'Irak parce que elle n'apprécie pas son comportement vis-à-vis du Koweït. Mais cela ne signifie pas que la Syrie se mettrait du côté des États-Unis pour attaquer l'Irak. Mais D'ailleurs, c'est une nuance qu'il faut faire. Mais le reste à démontrer. Toutes les tentatives du monde arabe, enfin des pays arabes en tête, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, la Libye, même maintenant on a entendu la Libye se mêler dans ce concert pour essayer de trouver une solution arabe. Peut-on parler de possibilité d'une solution arabe? Est-ce que c'est possible véritablement? Il est certain que les États arabes dans leur ensemble n'apprécient pas, ne veulent pas de la guerre. Et je reste persuadé personnellement que si ces différents États, ils peuvent faire quelque chose. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Par quels moyens? Quels moyens qu'ils ont? Je crois que ce sont les moyens diplomatiques. Tu sais que des fois, il vaut mieux discuter correctement autour d'une table au lieu de tuer les gens pour discuter après. Au fond de lui-même, je crois que Saddam Hussein n'est pas aussi fou qu'il ne le faut croire. Je crois qu'au fond de lui-même, il ne veut pas de la guerre parce qu'il est conscient quand même du rapport de force. Il sait que le rapport de force militaire n'est pas en sa faveur. Il n'a pas d'usine de fabrication pour fabriquer les avions. Il a peut-être des usines de fabrication de produits chimiques. Et cela reste à démontrer. Mais le rapport de force militaire n'est pas en sa faveur. Et je crois qu'il ne devrait pas adopter une attitude suicidaire. Ce qui rend plus pessimiste certains observateurs, c'est qu'ils se disent que Saddam Hussein n'a pas hésité à tuer pendant la guerre qu'il a opposée à l'Iran plus de 500 000 soldats. Et ensuite, il a abandonné les territoires qu'il avait conquis à l'Iran. Donc, c'est un monopoly, quoi. Donc, pour le moment, cette situation rend pessimiste les autres. Y aurait-il, dans les relations, pour revenir plus proche aux Guadeloupéens qui d'origine du Proche-Orient,
est-ce qu'on peut imaginer qu'après la guerre ou après un changement de la carte dans le coin, enfin au Proche-Orient, ça peut avoir une conséquence sur les gens de la communauté syro-libanaise vivant en Guadeloupe? Je ne pense pas qu'il y a d'incidence directe sur la vie en Guadeloupe, quelle que soit l'origine de ces ressortissants. Les exemples, la position française qui pourrait être, je sais pas moi, qui serait une position différente, est-ce qu'on peut trouver quelque part des gens qui seraient indisposés par telle ou telle position de la France? Est-ce que c'est arrivé dans, par exemple, soit la position sous le Liban ou des trucs de ce genre auparavant? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient peut-être pas la position de la France, ils ne sont pas obligés d'appartenir à telle ou telle ethnie. J'ai des amis guadeloupéens qui sont pour Saddam Hussein. Il y en a d'autres qui sont contre. Alors que la position officielle de la Syrie, c'est qu'actuellement, elle appartient au concert international et elle est contre l'Irak. Il paraîtrait que ces soldats sont en première ligne. Il paraîtrait. Donc, sur ce sujet-là, donc en fait, lorsqu'on parle d'un sujet aussi grave, là, malgré tout, on peut dire, lorsque tout individu, en fait, on est les uns et les autres au même niveau, influencés par les informations qu'on a. On est tous plus ou moins concernés par cette guerre. Parce que actuellement, que ce soit le soldat syrien, il est au front, que ce soit le soldat français, il est au front. On craint qu'il ne s'agisse là d'une guerre internationale. Et quelle que soit la guerre, il faudrait la condamner. Parce que tôt ou tard, il faut savoir résoudre les conflits pacifiquement et par les voies de la diplomatie. Et on pourrait imaginer, parce qu'à la limite, on pourrait parfaitement imaginer que les Irakiens ou bien Saddam Hussein puissent dire, moi je suis pour la paix, maintenant que j'ai retrouvé mon territoire, je fais la paix. Parce qu'à la limite, il pourrait parfaitement dire que ce sont les États-Unis qui viennent avec leur bouille de botte pour faire la guerre, parce que lui déclare la guerre à personne. Il a envahi le Koweït, il n'y a plus de guerre. Depuis qu'il a envahi le Koweït, c'est la paix. La guerre reviendrait que le 15, selon ça, à la limite. Si on... il est certain que dans la conjoncture internationale, ce serait trop facile de dire que j'occupe l'État voisin et que moi je ne veux pas la guerre. Il y a des États qui sont bien définis à l'intérieur de frontières qui sont bien définis, qui sont acceptés par la communauté internationale. Il y a des grands États, il y a des petits États. À l'ONU, il y a Antigua, il y a les États-Unis, il y a lui aussi, il y a la Chine. Ce sont des États qui méritent d'être respectés et défendus. Apparemment, ce n'a pas été le cas pour bien d'autres pays. Par exemple, l'Afghanistan, les États-Unis n'ont pas envahi obligatoirement, n'ont pas demandé à l'ONU de mettre des rangées, des colonnes, alors qu'en Europe, c'était encore plus facile. Il suffisait de traverser par route, ils allaient rencontrer l'Afghanistan. Et c'est pour ça que l'on parle actuellement d'iniquité du droit international. Et même beaucoup d'individus critiquent l'ONU. D'ailleurs, le général de Gaulle, quand il parlait de l'ONU, parlait de ce machin. C'était un instrument qui était là et qui était inefficace. Ils n'avaient pas la politique de leurs moyens. Pour une fois, depuis leur création, qu'ils essayent, que l'ONU essaie de prendre des dispositions conformes à ces résolutions, quoi. Oui, donc c'est ça. Pour une fois que l'ONU essaye de mettre en pratique ses idées, eh bien, je crois que le résultat est encore inconnu. Je ne voudrais pas qu'on aboutisse à une troisième guerre mondiale. Et il ne faudrait pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. J'ai envisagé tout à l'heure, j'ai abordé le problème du Proche-Orient. Je crois que c'est un problème qu'il faut envisager sans passion. Et il faut l'envisager sereinement, avec une certaine sagesse. Il faut avoir le courage de s'asseoir autour d'une table ronde, d'inviter les différents États concernés et de résoudre globalement tous les problèmes, que ce soit le problème israélite, le problème libanais ou le problème Irak-Koweït. Non, mais est-ce que c'est pas, à la limite, je me fais quasiment l'avocat du diable, est-ce que c'est pas une mauvaise
tactique de vouloir pour une fois à faire appliquer une résolution et par la guerre, parce que finalement, ça c'est fait la démonstration, les États-Unis sont en train de, la communauté internationale en train de faire la démonstration peut-être de la démonstration qu'on ne peut pas appliquer les résolutions sans la guerre. Sans mettre la force, car... Il est certain que finalement la force légitime le doigt et que la preuve c'est que il faut la force pour appliquer le droit. Parce que les États, beaucoup d'États n'appliqueraient pas le droit sans la force. Mais je crois que cette force-là ne devrait pas être à sens unique. On ne devrait pas l'appliquer à sens unique. Mais justement, les Américains, peut-être qu'ils ont beaucoup de bonnes raisons économiques pour aller là aujourd'hui au Koweït, voilà, mais ils n'auront peut-être pas les bonnes raisons pour aller lorsqu'il s'agira d'Israël, ou peut-être que même l'Afrique du Sud qui a occupé la Namibie pendant des décennies, et qu'on peut difficilement imaginer que les États-Unis aient assez d'argent pour pouvoir... Pour certains États, ils sont prompts à défendre leurs amis, et ils n'ont plus de réticence à appliquer le droit. Non, mais est-ce que les pays qui ne sont pas les amis, entre guillemets, des États-Unis, qui sont les sous-amis, je pourrais dire, les sous-citoyens du monde ou les sous-amis des États-Unis, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire le jeu des États-Unis de dire bravo au nom de la moralité judéo-chrétienne, oui, c'est bien de défendre le droit, sachant bien que lorsqu'ils seront dans cette situation, eux, les États-Unis fermeront les yeux et diront non, on a déjà donné. Est-ce que c'est pas... Remarque, tout est possible, je te disais, tout est possible, mais moi, mon point de vue personnel, c'est que je ne veux pas de la guerre, je suis contre la guerre, les hommes doivent avoir suffisamment de courage pour regarder les problèmes en face, il faut savoir est-ce qu'ils veulent, oui ou non, finir avec les problèmes du Proche-Orient. Pour finir avec les problèmes du Proche-Orient, il faut résoudre le problème arabo-israël, arabe contre Israël, les problèmes du Liban et les problèmes irakois. Il y a aussi le problème à la limite de la frontière marocaine aussi avec... Oui, disons, d'accord. Ouais. Enfin, si on reste au niveau du Proche-Orient, je crois que ces problèmes-là sont liés. Mais si on fait un peu l'extrapolation, puisqu'on parle de politique internationale, on va faire une petite pause tout de suite.